Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la grande case du Centre culturel Tchibao pour ce nouveau numéro de Sans Tabou. Parmi les femmes qui nous regardent ce soir, 1 sur 5 subit les coups de son conjoint. Vous avez bien entendu, près de 20% des femmes calédoniennes sont victimes de violences conjugales. C'est 8 fois plus que la moyenne nationale. La Nouvelle-Calédonie est à la première place des régions et territoires français. En effet, c'est un triste record. Aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de violence, jamais autant invité à la débusquer et à la combattre, et il était temps. Les langues se délient enfin dans le sillage du mouvement MeToo. Les femmes osent passer la porte d'un commissariat et porter plainte, et les hommes ne sont plus dans l'impunité. Suite au Grenelle contre les violences conjugales l'année dernière, un comité de suivi s'est réuni pour la première fois le mois dernier à Dimbéa. Et nous, les médias, nous sommes convaincus que nous avons aussi notre rôle à jouer dans cette prise de conscience collective. Il devient urgent de rendre visible ce qui est invisible. Et c'est l'ambition première de cette soirée. Donner la parole à ces femmes bombardées, entre guillemets, comme on dit ici, à ces victimes de l'ombre qui subissent et se taisent depuis trop longtemps. Alors pour en parler ce soir, nous vous proposons un documentaire puis un débat dans cette case du Centre culturel Tchibao, dans laquelle nous avons convié Isabelle Chamorro, membre du gouvernement, en charge notamment de la lutte contre les violences familiales, Yves Dupas, procureur de la République de Nouvelle-Calédonie, et enfin Sonia Tonia, présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Et à tous, merci d'avoir accepté l'invitation. Je propose que l'on commence donc avec ce document signé Florence Dartuy. Pendant plusieurs mois, elle a enquêté, elle a vécu avec les femmes dans le seul centre de Nouméa qui les héberge, rencontrer des victimes, leurs enfants et les professionnels qui leur viennent en aide à travers tout le pays. Petit à petit, elle les a convaincus de témoigner. Voici Bombardé, un documentaire de 52 minutes signé Florence Dartuy avec les équipes de Tête en Bas Productions. Le tribunal, levez-vous. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Mireille, c'est l'itinéraire d'une femme bombardée, pour reprendre l'expression locale. Et c'est une histoire de plus. Aujourd'hui, c'est sans doute l'affaire la plus grave de l'audience. Et puis c'est aussi celle qui est affreusement typique. Alors le cheminement, il est terrible pour cette femme. Il est terrible parce que c'est 6 ans. 6 ans de cheminement où avec un homme qui bombarde, qui s'excuse, qui demande pardon, qui rebombarde, qui jalouse, qui avilit et qui asservit. Et au bout de ce chemin, le pire arrive ce soir de décembre 2017 avec ce viol, ces humiliations, ces coups. Il a dit cette phrase terrible, je l'ai regardée, elle est soumise, je vois sa peur. La peur, elle est toujours là. La première émotion que ressent une victime quand elle voit son agresseur, c'est la peur. On ne peut pas nier quand même que c'est quand même des faits d'une extrême violence. Elle le dit, il m'a poussée, il m'a étranglée, il m'a tiré les cheveux, il me disait « tu fais, sinon je te casse la figure ». La culpabilité, elle n'est pas débattue. Il y a viol. Il y a viol. À chaque fois, il a minimisé et il a banalisé les violences. Il faut bien savoir que lorsqu'on a vécu pendant des années des situations de violence comme elle a vécu, elle, eh bien c'est toute l'estime de soi qui est détruite. Alors moi, je vous demanderais sur la gravité des faits, en définitive, de retenir qu'une seule image. C'est celle de ce corps qu'on retourne comme une baudruche sur le ventre. C'est la claque qui sonne avec un ferme-ta-gueule terrifiant. C'est la fellation qu'on oblige à faire avec le sang qui coule d'une plaie qui s'est réouverte. Et puis, c'est ces grands coups de bassin mutilants, humiliants et douloureux, en l'agrippant par les cheveux comme si on montait un cheval. La gravité des faits, elle est évidente. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous demander 7 ans d'emprisonnement, parce que c'est pas un dérapage, c'est un viol. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, sur tout ce qui a été dit, j'ai rien à dire sur tout ça. Donc, monsieur, le tribunal vous déclare coupable de ces faits et vous condamne monsieur à la peine de 7 ans de prison. Et le tribunal, monsieur, prononce mandat de dépôt, c'est-à-dire que vous allez partir immédiatement en prison. L'audience est levée. Oui, la gendarmerie ?
Allô, bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mon mari il va me tuer. Votre mari il veut vous tuer? Là, il vous a shooté, c'est ça? Il m'a foutu un canon dans la figure. Toujours là, votre mari? Oui, il est là. Moi je me suis sortie de la maison. Gendarmerie, bonjour. Mon copain, ils ont entendu jeter les choses dans tous les sens. Mais il y a mes enfants dans la maison. Vous pouvez pas venir vite là. Allô, mon concubin vient de m'agresser. Il est présent, votre concubin, ou pas? Oui, oui. Madame. Allô? Allô? Allez, lève-toi. Ezekiel, réveillez-vous. Allez, réveille-toi. Dépêchez-vous, il est 6h déjà, allez. Allez. Adèle a 32 ans. Et comme tous les matins, le réveil est difficile pour ses deux fils, Haïlé et Ézéchiel. Le matin, on menait les enfants à l'école. Petit footing, et puis reviens ici. On a des tâches à faire tous les matins. Je reviens faire mes tâches et ensuite se préparer pour aller au travail. Nous sommes au foyer Béthanie, en plein cœur de Nouméa. Bonjour tout le monde. Ça va? Et oui, et vous, comment ça va? Salut Poulette. Ici sont accueillies des femmes en grande difficulté et victimes de violences conjugales. D'être dans un foyer, ça m'a permis de bien repartir d'un bon pied parce que on est bien entouré, on a de l'aide, du soutien surtout. J'ai subi des violences physiques par rapport à nos disputes. Il y a souvent eu des coups. Je répondais à ces coups. Quand il me frappait, je le frappais aussi. On se battait comme des hommes en fait. De jour en jour, échanger et je voyais que l'alcool et le cannabis, c'était vraiment le poison, quoi. C'est toujours les mêmes trucs, hein. L'alcool, le viol, l'inceste. Il m'a dit qu'il allait tuer mon fils si je ne le faisais pas. Je lui ai répondu que mon enfant était toute ma vie et qu'il n'avait qu'à me tuer, moi. Oh, purée. Après des années d'instabilité, les enfants d'Adèle ont retrouvé le chemin de l'école. Un cadre qu'ils n'avaient plus. Quand j'avais des ouvertures un peu sur le front, sur le nez, ou des yeux au beurre noir, il revenait encore. C'était comme si que c'était un moment où il avait besoin de se défouler. C'était la routine, quoi. Allez, on va faire la prière. Bénis cette journée. Merci encore de nous avoir donné tout ce dont nous avons besoin. Protège Haïlé et Ézéchiel durant cette journée, qu'ils puissent s'enrichir à l'école. Pardonne nos péchés et nos manquements de cette journée. C'est par ton Fils Jésus-Christ que nous remettons cette humble prière. Amen. Amen. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Dépêchez-vous, hein, parce que ça va bientôt sonner. Mes parents se disputaient, voire se taper dessus. Et je pense qu'eux aussi, ils ont dû voir leurs parents se taper dessus. Et c'est ça qui est difficile après pour une femme d'en parler parce que pour nous, c'est un peu normal alors que maintenant... Bah oui, t'aurais dû Alors, parler, il t'aurais n'est dû pas en parler à jeune, il n'est pas baraqué, il n'est pas très charmant et non, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Pour encadrer ces femmes à Béthanie, autour de leur la directrice et Carole, l'assistante sociale, gravite une équipe pluridisciplinaire. Une présence assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les femmes restent au foyer entre 6 et 24 mois.
le temps de se reconstruire. Sur la province sud et donc sur le reste de la Calédonie, il y a simplement l'association Béthanie. Ici, sur le centre-ville, on a 8 places pour des femmes seules, non accompagnées d'enfants, et tout le reste sur les 32 places, c'est pour des femmes avec 1 ou 2 enfants. Bon, soit elles arrivent, c'est le commissariat qui les oriente dans le cas des violences conjugales, soit c'est par le biais du relais. Donc là, soit il y a eu dépôt de plainte, ou le dépôt de plainte va se faire dans la foulée. Elles arrivent souvent victimes de violences, donc c'est des femmes souvent très fatiguées psychologiquement, souvent très abîmées physiquement. Hein. Oui, quand elles viennent ici, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est des familles qui ne sont pas aidantes ou qui sont parfois en surpopulation dans le logement, ou il y a des problématiques d'alcool, des problématiques de violence. Donc c'est un peu le dernier recours, Béthanie. Le passage à Béthanie, il y a toujours du positif, quoi, parce que c'est une parenthèse dans leur vie où elles se posent, elles sont prises en charge. Quelquefois, elles ont besoin d'être prises en charge parce que ça n'a jamais été le cas dans leur vie, quoi. Et elles repartent en étant déjà plus autonomes au niveau des démarches administratives. C'est très compliqué de faire les papiers, des choses qui ont l'air toutes simples. L'accès à la santé aussi, voilà. Parce qu'elles sont... La prévention, et puis et ça leur laisse du temps aussi pour travailler des fois au retour en famille, ou des fois au retour en tribu, ou changer de projet de vie. Non, c'est singe, voilà, petit singe. Bonjour. Caroline est arrivée il y a 18 mois avec son fils de 9 ans. Après des années de violence et grâce au foyer, elle retrouve doucement un équilibre. Héloïse, son éducatrice référente, l'accompagne dans son projet de relogement. Je vais faire toutes les demandes d'aide, donc ça va te demander du temps aussi. Est-ce que toi, par rapport à tout ça, tu as des démarches ou des inquiétudes? Non, mon seule inquiétude, c'est JB après le matin quand je pars. Ouais. Comme je pars tôt, je me renseigne pour qu'il aille tout seul à l'école. C'est juste lui pour l'instant, mon souci. Après. Je suis arrivée au foyer parce que j'étais séparée de mon concubin. Je l'ai connu, j'avais 18 ans. J'étais jeune, j'ai eu mon premier garçon à 18 ans. Donc on s'est battu beaucoup, on était jeunes. C'est vrai quand je repense maintenant, mais c'est vrai qu'on était jeunes, on s'est disputé pour un rien. Je suis restée avec lui 11 ans. Depuis mes 18 ans jusqu'à 32 ans, je suis restée avec lui. Et il t'a fait souffrir pendant toutes ces années-là? Beaucoup, même de la violence physique. J'avais peur de lui, parce que lui, il me cherchait beaucoup, il allait partout me chercher. Là, tu ranges, tu mets tes claquettes. Il y a des marques sur le corps qui t'a laissé à vie? Oui, j'ai mes doigts, j'ai mon genou. Jusqu'à maintenant, mon genou, j'arrive pas à courir. J'ai des doigts cassés, c'est avec une baramine. Quand je me sauvais, il allait là où j'étais, il venait me frapper devant mes copines. Ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Ça. Géraldine est descendue aussi ou pas? Je sais pas. Ok, bon allez, on y va. Tout le monde est prêt? Tout le monde est là du coup? On va commencer parce que tout le monde est fatigué. On se retrouve ici tous les mois ou tous les mois et demi. Et on est ici pour parler un petit peu de la vie au foyer, de tout ce qui va, de tout ce qui va pas. Est-ce que quelqu'un veut commencer par quelque chose en particulier? Tiens, vas-y Adèle. C'est toujours pour le fait de discuter posément ensemble, être honnête l'un envers l'autre. Ça permet d'éviter surtout les disputes devant les enfants, parce que c'est vrai que quand il y a des grosses bagarres, les enfants ils sont là, ils nous observent. Je suis assez d'accord, parce que d'autant plus que les enfants ici, ils sont petits et ils ont l'exemple non pas que de leur maman, ils ont l'exemple des 10 ou 12 mamans qui sont là. On l'a toujours dit, dire quand il y a un malaise, ça évite que ça enfle et qu'après tout explose. D'autres sujets comme ça que vous souhaitez aborder ou pas? À Béthanie, c'est une majorité de femmes mélanésiennes qui est accueillie. Des femmes qui ont enfin décidé de parler. Même si on n'a pas le droit de publier des stats par ethnie, il y a effectivement beaucoup de victimes mélanésiennes, il y a effectivement des auteurs mélanésiens. Mais si on veut regarder les choses de façon positive, c'est aussi parce que ces femmes mélanésiennes ont dénoncé des faits. Donc il est à mon avis malsain de mettre des étiquettes ethniques ou culturelles. C'est un mode de raisonnement tout à fait inadéquat.
À 300 km au nord de Nouméa, à Temala, il existe une structure d'accueil d'urgence pour les femmes en difficulté. Le CAFED est géré par Sarah Wabet, la seule assistante sociale du secteur. Un lieu d'hébergement comme un lieu d'écoute. Moi, c'est ta santé psychologique et physique qui m'inquiète le plus. D'accord ? Ça fait 3 fois qu'on se voit, ça fait 3 fois que c'est encore fragile, c'est encore sensible par les larmes. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on travaille toutes les deux. Reprendre confiance en toi, retrouver ton estime de soi, s'accepter en tant que femme pour pouvoir avancer sereinement avec tes enfants. Tu lui as bien fait comprendre que tu es en souffrance depuis plusieurs années et que tu veux briser ce silence. C'est ça la discussion, donc j'ai parlé. Non, mais c'est bien. Chaque matin, c'est le rituel du café entre Sarah et les résidentes. Paulette est arrivée il y a 10 jours de la côte Est, et malgré la distance, Temala est pour elle le refuge le plus proche. Il n'a pas trop fait froid? Non, ça va. Ce que tu me racontais aussi ce matin, tu as pensé à la sortie, c'est ça? Oui. Au départ? Ok. Tu ressens quand même une certaine crainte à rentrer? C'est peur de le croiser? Là, j'ai plus peur, mais j'ai pas envie de... T'as pas envie de le croiser? Oui. Comment tu te sens depuis que tu es ici avec nous? Apaisée, oui. Apaisée. Depuis le premier jour où je t'ai vue, tu as le visage beaucoup plus reposé. Oui. On est une structure d'accueil d'urgence qui accueille toutes les femmes de la province Nord en grande détresse, en difficulté, détresse psychologique, morale. Il y a une capacité d'accueil de 3 places, c'est 3 lignes places. Donc, une maman avec 2 enfants, la structure est pleine, quoi. La durée de l'accueil est de 15 jours. En 15 jours, on se reconstruit? Malheureusement, non. On ne se reconstruit pas parce que quand on est installé dans un processus de violence, que ça soit de quelques mois ou de plusieurs années, c'est un long parcours du combattant pour se reconstruire, en tant qu'être humain, en tant qu'individu à part entière. Tu étais au courant de l'existence de la structure? D'accord. J'étais au courant. Vous avez subi longtemps de la violence? Oui. À chaque fois, j'encaisse. Et là, ces derniers temps, la dernière dispute, ça y est, le vase il a débordé. Et puis, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis partie parce que j'en pouvais plus. Ça a duré combien de temps? Combien d'années, tout ça? 42, 43, c'est pas trop. J'arrivais pas à prendre la décision de partir. J'avais peur de... Je pensais pas que j'allais réussir un jour. Et là, je suis fière. Comment vous voyez l'avenir? Autrement. Ça y est, je vais pouvoir faire ce que j'ai jamais pu faire. Ce phénomène d'emprise est pratiquement constant. Donc, il faut arriver à déprogrammer, si je puis dire, ces femmes qui sont victimes en leur expliquant, il y a une chose, vous avez subi, c'est vous la victime, et c'est lui qui a fait ce qu'il ne devait pas faire. Hey yo! Oui. À Béthanie, les règles sont strictes et les journées rythmées par les repas. Les femmes participent à la vie du foyer par des tâches collectives, individuelles et surtout obligatoires. Qui c'est qui sonne?
Qu'est-ce qui est le plus dur pour ces femmes? C'est l'adaptation. C'est surtout l'adaptation, le fait de rentrer ici, les règles. Surtout qu'il y a un règlement intérieur du foyer. C'est surtout ça. Elles ont du mal. Après, ça les apprend à vivre aussi. À participer, à voir comment ça se passe en collectivité aussi. D'apprendre. Le but pour nous, c'est de les apprendre, essayer qu'elles s'insèrent, mais en douceur. On ne peut pas aller trop vite que la musique, hein. Parce qu'elles vont doucement, il ne faut pas qu'on oublie, c'est des gens qui sont en difficulté. C'est par rapport à leurs difficultés, elles sont là pour essayer de s'en sortir. Quand tu as dit il y a la viande, il y a les pâtes. La place de la femme dans la société mélanésienne, elle est un peu assez très discrète déjà. Et surtout ne pas parler, rester soumise à son mari un peu. La maman, elle reste à la maison, il y a les enfants, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, du repas. Et le mari, lui, va chercher le travail, l'argent. Et la violence dans la société mélanésienne? C'est vraiment tabou par rapport à... Quand tu es dedans, tu es comme emprisonné, tu as du mal à en parler. Après, quand il y a une histoire dans le couple, la famille préfère ne pas entrer dedans, ne pas s'occuper des affaires du couple. Une fois qu'on a parlé, qu'on a dénoncé ça, il y a des regards, il y a des paroles, il y a les critiques surtout. C'est toujours de la faute de la victime, quoi. Mais... Si on dénonce, est-ce que la communauté ne va pas subir plus de dommages que le dommage subi par l'individu? Voilà, c'est ça en gros le silence ou l'omerta qui se fait autour des violences faites aux femmes. Il y a toujours une petite chape de plomb qui empêche les gens de parler. Une chape de plomb qui atteint toutes les formes de violence. Et tu as subi des violences sexuelles? Oui, voilà, on va dire ça un peu comme ça. Je disais pas parce que j'avais honte de parler du sexe même à mes copines, ma famille. J'avais peur de parler de ça. Et j'ai pas peur d'en parler parce que moi je pense qu'il y a des femmes qui subissent ces violences-là, ces violences sexuelles. Faut pas se laisser faire. Après, j'ai réagi, après je savais, on m'a dit que ça c'est un viol. Quand tu veux pas, on te force pas. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Ben oui. Nous retrouvons Sarah aux alentours de Vaud. En province nord, les distances sont immenses et les transports presque inexistants. Sarah fait donc des tournées en voiture pour aller à la rencontre de femmes isolées et en détresse. Elles peuvent se sentir rassurées aussi le fait d'être dans leur milieu, en fait, dans leur petit cocon. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire le pas vers le bureau de l'assistante sociale, notamment sur la problématique des violences, dans un endroit assez cantonné comme le bureau, quoi. Tu vas bien? Oui, ça va. On était au lit avec la petite. Tu veux bien me faire visiter la maison avec maman? Hop, voilà, ici c'est le petit coin cuisine à nous. D'accord. On est arrivé là, il n'y avait rien. Après, voilà, ici c'est notre coin, on fait un peu de la vaisselle. La première fois quand on s'est vu, c'est parce que tu nous avais été orientée par la gendarmerie. Oui, voilà. Et là, c'est le fait que les gendarmes, ils l'ont appelé. Et il a vu que j'ai pris l'initiative. Je suis partie à la gendarmerie. Qu'il a dit qu'il a pensé qu'il allait retourner. Là, c'est automatiquement qu'il allait repartir en prison. Est-ce que tu lui as donné les raisons? Pourquoi lui faire rappeler pourquoi tu es partie voir les gendarmes? Oui, je lui ai dit que c'est le droit d'une femme, que j'ai le droit d'aller me défendre parce que je vais rester dans le silence jusqu'à quand. Les enfants, ils grandissent.
Et puis c'est de là que lui, il a réfléchi. Voilà, que c'était pas bien. Je lui ai dit aussi que je suis partie jusqu'à l'assistance sociale, jusqu'à la province. Et puis j'ai demandé à avoir un psychologue pour moi et les enfants. Toi, en tant que femme, oui. Quand il t'a demandé de revenir ici, qu'est-ce que tu as ressenti? Revenir en tant qu'esclave, moi j'ai ressenti ça. D'accord. En tant que femme, c'est revenir pour servir. Je te sens attristée de penser ça de toi, d'être réduite à cette image d'esclave. Mon travail, c'est aussi de t'aider à ne plus culpabiliser et à sortir de ce contexte de violence, d'accord? Tout en te protégeant toi, en tant que femme, en tant que maman, et à protéger les enfants. Comme je te l'ai expliqué la dernière fois en entretien, j'ai aussi la mission de protection de l'enfance, d'accord? Donc c'est aussi protéger les enfants qui ont grandi, qui sont témoins, qui ont entendu tout ce qui se passe entre papa et maman. Je veux plus voir de violence avec les enfants. Parce que la grande, elle le voit. On voit sa façon de faire à l'école. Ben, c'est pas normal. Il y a peut-être un autre souci. Et tu sens qu'il a bien entendu que tu veux briser ce silence et puis que tu veux t'en sortir. Oui, je veux m'en sortir. Ah, mais c'est bien, je suis contente. Tu es dans une démarche d'autonomie, là. Pourquoi vous avez décidé de ne pas subir aussi jeune? Pas subir si jeune. Ben, parce que on a une seule... Dieu nous donne un souffle de vie, ben, il faut profiter. Voilà. La femme a besoin de parler, de se défendre. Au travers du CAFED, Sarah accompagne une trentaine de femmes par an, sur toute la province Nord. Une mission pour sortir ces femmes prisonnières de la violence. À la brigade de Vaud, c'est la première intervention du matin. Les gendarmes sont mobilisés sur une affaire de violence conjugale. Des interventions devenues banales et presque quotidiennes. Hier soir, une dame qui s'est présentée à la brigade à 18h30 pour se plaindre de violences commises par son conjoint. Et là, ce matin, on va au domicile conjugal pour l'interpeller, le placer en garde à vue pour qu'il s'explique sur les faits. C'est la maison qui est au toit vert. Ok, il y a un chien, portail fermé. Hop! Du monde à côté ou pas? Voilà! On s'est d'abord disputé verbalement. Après, il m'a dit de la fermer, sinon il allait me taper. Et après, il m'a tapé. Vous avez eu peur? Oui. Heureusement qu'il y avait les deux garçons pour me protéger. Ils se sont couchés sur moi pour qu'il arrête. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ça? Parce que j'avais pitié de ma maman. Si elle n'est plus là pour nous deux. Ils sont là à chaque fois qu'on se dispute, mais bon, avant c'était verbalement, mais hier c'était physique, quoi. Mais ils sont toujours là à chaque dispute. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller porter plainte? Ma mère avec ma tante. S'il a commencé une fois, il peut très bien refaire. Vous avez peur pour votre fille encore aujourd'hui? Oui, parce que c'est ma seule fille. Bon, moi j'ai perdu mon mari, c'est moi qui m'occupe de mes enfants maintenant. Il avait déjà dit que... Comment il avait dit ça? Que tu seras entre... Que j'allais passer aussi entre 4 planches. Voilà. Là, ça m'a fait beaucoup de mal, quoi. Sinon, j'ai pas envie de récupérer ma fille entre 4 planches. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Un peu de la haine, de la colère et puis de la tristesse aussi. Quand tu sais que tu envoies ta fille, tu laisses ta fille partir avec son mari qu'elle aime, quoi. Lui donner des enfants. Et ensuite, tu retournes pour la voir avec dans cet état-là. Automatiquement, tu as de la haine. Tu as envie de te venger en tant que maman.
Vous avez envie qu'ils soient punis? Oui. Ils sont pas assez punis, oui. Alors, est-ce que vous avez compris le motif de votre placement en garde à vue? Oui. Je vous écoute. J'ai baffé pour qu'il arrête de parler. Après, j'ai baffé une deuxième fois. Puis il s'est pas calmé. Du coup, j'ai baffé une troisième fois, puis voilà, il s'est arrêté. Et il a insisté, il m'a dit vas-y, baffe-moi, vas-y. Vous voulez dire qu'elle a provoqué jusqu'à ce que vous craquiez? Oui. Donc de quelle façon l'avez-vous frappé? Montrez-moi. Donc les doigts ouverts et joints. Voilà. D'accord. Je sais plus. Ouais, comme ça. Ok. Est-ce que vous avez senti quand vous avez porté les coups, est-ce que vous avez senti que c'était violent? J'avais senti que j'étais trop fort. Vous l'avez senti au premier coup? Oui. Vous en avez quand même mis 2 autres. Oui, j'étais énervé. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Regarde. Voilà. Comment c'était fait ça? Est-ce que ça, c'est le résultat d'une baffe qui a atterri sur la joue? J'ai pas vu, je sais pas. Oui. Elle se l'est baffée toute seule. Mais le truc, c'est quand il pleure, mais ça se gonfle. C'est... Oui. Alors attendez. Moi, je suis pas médecin. Donc comme j'aime bien avoir des éléments concrets, j'ai été voir un médecin. Qui décrit œil droit, hématome monocolore, 2 cm sur 5 cm. Je doute que le médecin confonde un hématome sur un œil causé par un traumatisme avec les gonflements de pleurs. Ok. Alors, est-ce que vous reconnaissez l'infraction suivante? Susceptible d'être retenu à votre rencontre, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été concubine de la victime. Est-ce que vous reconnaissez cette infraction? Oui. Et par le fait qu'elle soit votre concubine, caractérise l'infraction de violence aggravée, passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors on y va, donc je vous mets en cellule pour autant que je puisse demander au magistrat pour la suite. Allez, entrez. Ça fait partie des priorités de politique pénale dans tous les parquets de France, la priorité sur les violences conjugales. Et ici, on se rend compte qu'il y a énormément de violences conjugales et qu'il y en a plus que dans beaucoup de ressorts de métropole. Donc c'est vraiment un axe prioritaire pour nous, de notre politique à nous. Le parquet de Nouméa examine 1200 plaintes de violences conjugales par an, 3,5 fois de plus que la moyenne. En audience rapide, comme les comparutions immédiates ou le plaidé coupable sur déferment, les violences conjugales représentent plus de 20%. Je vais prendre un des premiers dossiers de violence. Venez, madame. Donc moi, je suis procureur de la République. J'ai fait venir monsieur Coup de ressort pour s'expliquer sur les violences qu'il a commises, mais je voudrais vous voir d'abord dans le bureau puisque vous êtes la victime. Venez avec moi. Asseyez-vous. Est-ce qu'il boit régulièrement? C'est le week-end. Il est violent avec vous. Mais pas... Ça veut dire qu'en fait, il vous tape régulièrement, mais là, c'était plus grave encore parce qu'il a pris le fusil était chargé, il a tiré 2 fois en l'air et ensuite il a menacé Whitney avec le fusil. Et il lui a dit la prochaine fois, ce sera pour toi et ton copain. Vous avez dû avoir peur là pour votre fille. Ouais. Ben oui, bien sûr, vous étiez mal. Alors, vous comprenez bien que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. D'abord, ça ne peut pas continuer comme ça pour vous, parce que c'est pas normal qu'il vous frappe. C'est pas normal. Et vous comprenez bien aussi que pour les enfants, c'est très mauvais quand ils voient papa frapper maman. Vous êtes là en tant que victime et c'est très bien que vous soyez là. Vous avez eu raison de déposer plainte. Vous avez eu raison de venir aujourd'hui au tribunal. Parce que c'est lui qui a fait n'importe quoi. Et c'est vous à qui il doit des choses, notamment le respect. Mais en tout cas, la solution, c'est pas de vivre avec quelqu'un qui est violent, qui boit et qui frappe. Ça, c'est pas possible. Et si vous le permettez, moi, je le permettrai pas. Parce que s'il y a le moindre incident avec un des enfants,
ou avec vous, madame, je peux vous dire que je le fais attraper par les gendarmes et que je le fais envoyer en prison. Là, vous allez ressortir. Moi, je vais recevoir monsieur. Alors, la petite de 15 ans dit que vous l'avez traitée de pute, de pétasse. C'est pas vrai, ça? Parce qu'elle me répond. Puis elle me... Elle dit que vous avez tiré et qu'après, vous lui avez dit la prochaine fois, c'est pour toi et ton bâtard de copain. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, vous vous êtes disputé avec madame. Forcément, elle n'était pas contente. Oh, j'ai attrapé par le cou, c'est tout. C'est tout? Vous l'avez attrapé gentiment par le cou? Oui, par l'arrière. Il y a effectivement un œdème au niveau de l'arrière du cou et il y a 2 jours d'incapacité totale de travail. Alors, ça va s'arrêter quand tout ça? Hein? Ben rien, on s'est parlé. Oui? Voilà, on s'est réconcilié. Ah non, mais les choses vont pas se régler comme ça juste à la sortie de la garde à vue. Hein. C'est grave ce que vous avez fait. Franchement, vous avez eu de la chance de venir sur une convocation. Vraiment, je vous dis, hein, vous auriez pu venir les menottes au poignet. Je pense que vous avez besoin d'être soigné pour l'alcool et pour la violence. Et je pense que vous avez besoin d'être encadré. Et vous avez besoin d'avoir peur de ce qui va vous arriver. Parce que là, vous n'avez pas eu peur pendant des années. Vous vous êtes dit, bah, elle dépose pas plainte. Bah, je peux continuer. C'est même normal de l'insulter, de la frapper. Alors, la peine que je propose, c'est une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation de travailler et obligation de soins. La violence conjugale, c'est un phénomène qui affecte toute la sphère familiale. Donc ça veut dire qu'on est sur une victime directe et puis 2, 3, 4 victimes indirectes. Et c'est les citoyens de demain, les enfants qui sont victimes de cette violence-là ou qui sont témoins de cette violence-là. Donc quelles valeurs ils vont transmettre eux? Comment ils vont réussir à construire leur vie d'écolier, leur vie d'étudiant, leur vie de citoyen, s'ils sont témoins ou victimes de cette violence. Donc oui, c'est inquiétant et on fait ce qu'il faut pour lutter du mieux qu'on peut. À Béthanie, beaucoup de mamans arrivent avec leurs enfants, souvent cabossés. Sans nos enfants, on serait des mamans qui seraient en train de déprimer. Et alors, comment vous préservez les enfants? On va préserver les enfants de ne pas être présents déjà. On va faire notre possible pour qu'ils ne voient pas les bagarres dans le couple. J'explique à mon fils c'est quoi la violence, me faire taper. Des fois, avant, quand on se disputait avec son père, on se battait, il était là, il voyait. Et je lui dis que plus tard, il ne faut pas que tu fasses comme ça avec ta copine, taper. C'est la maman qui donne la vie, il ne faut pas taper une femme. J'hésite pas de leur donner mon exemple à moi, comme leur père, je leur dis. Vous voyez, c'est pas bien ce que papa il a fait, ça lui a mené à faire de mauvaises choses. Ils comprennent mieux parce qu'ils ont eu l'expérience, parce qu'ils ont vécu, ils ont vu. On assume nos responsabilités, faut élever, faut éduquer. On fait 2 rôles, le rôle du père et le rôle de la maman. Notre combat, c'est pour nos enfants en fait. On se bat tous les jours, c'est pour les enfants en gros. On cherche toujours le meilleur. À Béthanie, aujourd'hui, une fête se prépare. L'équipe, comme les mamans, se prête au jeu. Les poules, elles pondent des œufs un peu partout, même dans les plats. Ici, à Béthanie, ils offrent aux enfants une merveilleuse Pâques. Ils font rêver les enfants, quoi. Toute l'équipe ici les met à l'aise, donc ils sont les premiers à bien s'adapter déjà au foyer quand on arrive. Et mes enfants, eux, ils se sont adaptés vite fait, ça n'a pas été compliqué pour eux. Ils se font des bons amis ici, entre eux, ils s'attachent vite aux mamans comme aux autres enfants. Et là, on va sonner la cloche. La chasse va commencer. Laisse qui est en bas pour les petits, Marie.
Super. Non, merci. Tout a pris 2. Le foyer, ça m'a permis surtout de mettre en sécurité mes enfants, qu'ils puissent dormir sur un lit, qu'ils puissent dormir au chaud, manger à leur faim. C'était plus la sécurité puis le confort que j'ai cherché dans ce foyer. Sur la côte Est, à Wailou, un drame a secoué la ville au début de l'année 2019. Une jeune femme de 29 ans, Maureen, est morte sous les coups de son conjoint après 3 ans de vie commune. 3 ans de violence, 3 ans d'horreur. Oui, tu viens pour le pansement. Voilà, ça marche. Au dispensaire, c'est le docteur Bloch qui était de garde cette nuit-là. À 2 h du matin, il est appelé en urgence. Maureen, c'était quelqu'un qu'on avait déjà vu plusieurs fois au dispensaire pour des problèmes de violence intraconjugale, qui avait commencé probablement des mois, voire des années avant son décès, en fait. Oui. Quand j'ai examiné le corps à la recherche d'une cause du décès, on a pu constater des traces de maltraitance, mais qui étaient très importantes. Je crois qu'on pourrait même parler de sévices. Est-ce que ce drame a marqué les esprits ici ? Alors je crois, parce qu'il y a eu énormément de réunions qui ont été consacrées au décès de Maureen. Les gens ont beaucoup parlé autour de ce décès. Ça a fait réfléchir un petit peu les populations sur ces problèmes de violence faites aux femmes qu'on rencontre trop souvent en Calédonie. La famille de Maureen mène un combat sans merci. L'instruction est en cours et le procès n'aura pas lieu avant plusieurs mois. Mais pour assumer les frais d'avocat, afin d'obtenir justice, ils vendent des brochettes tous les vendredis au bord de la route. Ouais, c'est une petite organisation qu'on a fait comme ça depuis que notre sœur elle est partie. On ne sait pas exactement le pourquoi ni le comment qu'elle est décédée. Pour nous, la famille, c'est clair que c'est par rapport au coup qu'elle a subi. La violence. Quand on voyait les traces de bleu, quand elle revenait, elle rentrait à la maison, oui. On savait qu'elle se faisait taper. Vous pensez que vous auriez pu la sauver ? Oui. Si elle s'était ouverte à nous, les grands, plus grands qu'elle, oui. Mais au niveau des sentiments, c'est un peu de la culpabilité que je ressens pour moi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, ça y est, elle est partie. Elle est partie d'une façon... C'est inacceptable, on va dire. Moi, j'ai envie que maintenant, là, que les femmes qui subissent ça, j'aimerais bien qu'elles se réveillent et qu'elles brisent le silence qu'il y a dessus. Puis c'est un peu tabou. Peut-être d'en parler, je sais pas, c'est difficile parce que ouais, c'est vrai, c'est un cercle vicieux. Ils sont dedans pour essayer de sortir de cette bulle. Et voilà, c'est le tabou, comme on dit chez nous, les Kanaks, c'est le respect. Si tu viens là, tu te maries dans l'autre clan, ben, tu restes là. Même si on te frappe ou quoi, ben, tu restes là. Ça, c'est par rapport à la coutume des Kanaks. Pour toutes les femmes Kanaks, il faut qu'ils se réveillent. Il n'y a pas que les femmes Kanaks, il y a les femmes des autres ethnies aussi. Il faut intervenir, il faut... Même la famille, il faut qu'ils se mettent devant pour... voilà. Après, ça arrive avec le cas comme ça. Tu es une femme, ben... On veut que la justice soit faite. Hein. On veut que justice soit faite pour Maureen. C'est important ce combat-là. C'est pour nous une façon de... Ben, qu'il soit puni déjà, premièrement. Ça va nous soulager, certes, mais après, c'est pour refaire un deuil aussi qu'on n'a pas fait depuis, jusqu'à présent. On fera tout pour lui rendre justice, pour qu'elle puisse se reposer en paix.
Maman, elle t'en a parlé? Caroline et JB attendent ce jour depuis des mois. Un aboutissement que toutes ces mamans souhaitent, un premier pas vers l'autonomie, une victoire arrachée. Carole, JB peut rester. Hein? Non, je vais partir avec JB, je suis obligée de partir avec JB. Comme ça, JB, il va regarder, il va donner son avis aussi sur la maison, si ça lui plaît. JB, tu vas être d'accord si on va aller visiter la maison? Oui. T'es content d'aller regarder la maison? Ouais. Ça fait 1 an et demi déjà qu'on est là. On a hâte d'avoir notre maison. Et vivre tout seuls, nous deux. Ce serait le début d'une nouvelle vie? Oui, ça fait longtemps que j'attends d'avoir une maison. Toujours vécu chez la famille. Jamais eu de maison. Voilà, ça va être... Allô, le crayon? Ça va être une première pour nous. Pour moi avec mon fils. Allez, JB, on y va. C'est parti. Ça va? Oui, ça va. T'as pas trop d'appréhension? Non. T'as pas d'inquiétude à avoir, tu t'es très bien préparé pour ça et on va voir, ça va très bien se passer. Même si c'est ton premier logement, ça va être nickel. Faut que t'aies confiance en toi. Oui, voilà. J'appréhende beaucoup, ça va être tout nouveau pour moi. Parce que j'aurai mon chez-moi, je vais vivre toute seule, j'aurai beaucoup de responsabilités quand je serai partie du foyer. Oui, c'est grand, c'est beau. Et toi, JB? T'as déjà choisi ta chambre? Ce qui me motive, c'est mon fils. Je vois beaucoup de projets que je vais faire avec mon fils. Celui, il grandit aussi. Il se pose beaucoup de questions. Et moi, je lui dis, bah, attends, maman, elle travaille, elle va essayer de trouver une maison pour nous deux tout seuls. J'ai voulu faire cette vie-là quand j'avais 20 ans, où j'ai voulu avoir un toit. Là, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Je vais sur mes 41 ans. J'ai plein de choses à faire. J'ai trop envie de faire ce que j'ai pas pu faire avant. C'est une vraie réussite pour toi? Et voilà, c'est le foyer qui a fait que... m'a beaucoup aidé, quoi. Qui a fait que, voilà, j'ai ma maison. J'ai pas dit encore à la famille parce qu'on m'a toujours vue comme une faible, comme de la merde. On m'a jamais regardée, on m'a jamais encouragée, on m'a jamais... J'ai déjà... Oui, je suis contente. Caroline a quitté le foyer quelques semaines plus tard. Malgré les appréhensions d'une nouvelle vie, elle goûte enfin à la liberté. Pour Adèle et ses garçons, le mercredi est un jour particulier. Et bien là, on a rendez-vous avec le papa des enfants au Corrèze. Et là, on prépare un petit dessin avant de partir. Il a toujours quelque chose à apporter à son papa, donc s'ils ne voient pas leur père, ben, ils sont malades, ils sont pas bien. Et ça, j'avais compris ça quand on est resté 1 an sans le voir, Et dès qu'ils l'ont vu, et ben, ça les a permis de débloquer déjà à l'école. Et même dans notre train de vie à nous, ça, tu voyais qu'ils étaient bien, quoi, ils se sentaient bien. C'est dur, hein, mais il faut le faire. Il faut pour les enfants. Allez, mets tes claquettes. T'as pris la clé, Zikine? Allez, donne-la. Ah non, c'est pas interdit. T'as rien dans ta poche? J'ai pas emmené de voiture, hein. Bonjour.
Sinon, comment l'école? Vous avez fait quoi hier à Aïdé? Il y avait quoi? Hein? À quoi? Ben, ils ont été sages, ils sont pas sortis, ils sont restés tranquilles. Puis après, du coup, on est parti à Lanzota, à la mer. De les voir chaque semaine, s'ils viennent me voir chaque semaine au parloir, ça me donne la force. Voilà. Voir comme ça, on l'oublie pas. La violence est arrivée dans ta vie? Pourquoi? C'est les fréquentations, c'est... Je vais avec les cousins, après c'est quand j'arrive à la maison, je me fais engueuler par Adèle avec des mauvaises paroles qui me poussent à être violent envers elle. Le fait que je suis là, rabager tout ça tout le temps, ben, après il se maîtrisait plus sur la violence. C'est avec les nerfs, une fois que je suis énervé, ça y est, c'est... Tu es conscient qu'elle a beaucoup souffert? Oui, beaucoup souffert. En étant ici en prison, ça me permet de travailler sur moi-même et de voir ce que moi j'ai pas vu quand j'étais dehors. C'est de l'autre côté que ça se passe tout ça. C'est entre lui et lui. Moi je le vois comme le papa des enfants, toujours le même. Après, je ne peux pas vraiment dire si tu as fait un travail vraiment au fond de toi pour voir les erreurs que tu as fait avant. Tu assumes tes actes? Oui, j'assume mes actes. J'ai demandé pardon à Adèle. Tu penses que Adèle t'a pardonné? Oui, elle me pardonne toujours. Elle me pardonne à chaque fois. J'entends toujours des mots pardon. Pardon, pardon. Selon un rapport publié en 2017, 19% des femmes sont victimes d'agressions par leur conjoint en Calédonie, contre 2,3% en métropole. Un chiffre qui fait réfléchir. Il devient urgent pour nous tous, Calédoniens, de bombarder ces violences et rendre à ces femmes la dignité qui leur est due. Voilà, nous sommes de retour dans la case du Centre culturel Chibaouré. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Isabelle Chamorro, membre du gouvernement, notamment en charge de la lutte contre les violences familiales. Sonia Tonia, présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie, et Yves Dupas, le nouveau procureur de la République. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Un petit tour de table, une réaction à chaud par rapport à ce documentaire. Madame Chamorro. Tout d'abord, merci pour cette invitation et l'organisation de cette émission. Parce que vous l'avez dit en introduction, il est important de parler de ce sujet qui touche particulièrement la Nouvelle-Calédonie. Sur ce documentaire qui est d'une grande qualité, je voudrais surtout saluer le courage des femmes qui témoignent dans ce documentaire, parce que je pense que le sujet aujourd'hui, c'est aussi de parler de la libération de la parole, que cette violence ne doit pas être un tabou, elle ne doit pas être banalisée, et puis qu'il y a aussi de l'espoir, parce que je pense qu'on en reparlera aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on porte plainte, quand on fait appel à des associations, bien aussi on peut voir la lumière au bout du tunnel et pouvoir se reconstruire et s'en sortir, et je pense que c'est aussi le message positif au-delà des moments douloureux qu'il faut retenir de ce reportage. Une réaction, monsieur le procureur de la République. C'est un documentaire très, très intéressant qui démontre une chose de manière certaine, c'est que ces femmes victimes de violences conjugales ont raison de parler, ont raison de dénoncer.
Et donc, il ne faut pas avoir peur en dénonçant les violences faites aux femmes. Sonia Tonia. Bonsoir à tous et merci d'avoir invité l'Union des femmes francophones sur ce plateau pour nous exprimer. Je noterai que ce documentaire donc, reste objectivement discutable. Je note d'abord que donc, la plupart des cas qui ont été mis en évidence ou en éclairage dans ce documentaire concernent donc, les Kanaks, les femmes Kanaks. Ici, ce que je peux dire, c'est que depuis le temps, je suis fière aujourd'hui que nous avons brisé le silence. Mais il ne suffit pas de briser le silence et je reste encore assez désolée pour les autres qui restent dans le silence. Donc voilà. J'ai noté donc la réaction pour dire que c'est vrai, on n'a pas de statistiques par ethnie, mais on dit que c'est interdit, mais en même temps, on stigmatise les violences au travers d'une seule ethnie dans ce pays-là. Et pour un pays en devenir, il me semble qu'on devrait donc changer aussi, enfin le rôle des médias, c'est d'éclairer aussi cette partie des ethnies qui sont concernées par les violences intrafamiliales. Voilà. En effet, c'est le ressenti aussi que j'ai eu lorsque j'ai visionné pour la première fois ce documentaire. Nous avons l'impression que les violences faites aux femmes ne s'en présentent qu'en tribu et ne concernent que les Kanaks, puisque les témoignages que l'on voit à l'intérieur, ce sont des mamans, des sœurs qui vivent en tribu, ce sont des mamans Kanaks. Or, on s'aperçoit également dans le documentaire que la présidente de l'association SOS Écoute souligne le courage de ces femmes, de ces mamans, de ces sœurs qui ont accepté de témoigner à visage découvert. Il faut savoir que pour l'organisation de cette émission, on devait avoir aussi une personne qui aurait accepté, qui avait accepté plutôt de témoigner, mais encore une fois, on se rend compte qu'il est difficile de pouvoir revivre cette période difficile dans la vie d'une maman, et puis c'est difficile d'en parler. Donc ce soir, nous n'avons pas cette opportunité d'avoir une victime qui pourrait témoigner, inciter les autres mamans qui souffrent en silence, et pour qu'elles puissent faire ce premier pas. C'est encore, malgré les langues qui se délient, c'est encore difficile. On le voit dans ce documentaire et en ce moment aussi. Isabelle Chamorro. C'est vrai que dans ce documentaire particulièrement, on voit plutôt, je dirais, des parcours. Moi, j'irais au-delà des ethnies, c'est-à-dire on voit des individus, des femmes, leurs enfants qui sont en difficulté. On reparlera peut-être aussi de l'incidence sur les enfants. Les mamans le disent, il faut aussi prendre en compte toute la famille parce qu'il peut y avoir aussi des soucis que les enfants reproduisent quand ils sont plus âgés, ce qu'ils ont pu vivre. Et ça, il faut absolument casser ce cercle vicieux. Je crois que Madame Mestre a voulu le rappeler, la violence, elle concerne toutes les communautés, toutes les couches sociales, et ça, il faut en être vraiment convaincu et agir pour tout le monde au même niveau. Par contre, elle peut aussi recouvrir, je dirais, des particularités, c'est-à-dire qu'en fonction des communautés, en fonction de l'endroit où l'on vit, c'est aussi la difficulté en Nouvelle-Calédonie. Il faut que nous, on arrive à fournir le meilleur service public, qu'on soit dans le sud, dans le nord, dans les îles. Donc on en parlait avec monsieur le procureur quand il est arrivé. Par exemple, aux îles ou dans le nord, il y a un réseau de familles d'accueil qui se met en place avec les coutumiers, avec aussi les religieux parfois. Et donc ils ont tout leur rôle pour, je dirais, accueillir et protéger les femmes là où peut-être la puissance publique est moins présente. Et puis après, dans le sud, là, on a des structures plus, comme on l'a vu, ce type de foyer. Donc ils vont pouvoir répondre aussi. Et je pense que le milieu coutumier a un rôle important à jouer dans les représentations de la violence et également les chemins que l'on peut emprunter pour aider ces femmes et qu'elles se reconstruisent. Mais pour moi, ce n'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème aussi de société sur lequel il faut vraiment qu'on s'unisse pour lutter. On va y revenir sur le rôle que doivent jouer nos coutumiers par rapport à ce que l'on vient évoquer autour de cette table, monsieur le procureur de la République, avec vos fonctions. Est-ce que vous confirmez que les violences faites aux femmes, c'est un fait de société et ça n'a pas de catégorie sociale ni de couleur? C'est un terrible fléau qui touche notre pays en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, qui touche bien évidemment aussi la Nouvelle-Calédonie, on le sait, dans des proportions très élevées.
trop élevé et qui justifie une véritable mobilisation contre ce phénomène. C'est un phénomène qui concerne toutes les couches sociales, toutes les communautés. Et c'est cela d'ailleurs qui démontre que le travail doit être fait de manière suffisamment étendue, suffisamment générale pour alerter et pour accompagner ces victimes de violences. Avons-nous des chiffres depuis le début de l'année, Isabelle Chamorro? Alors, Monsieur le procureur a certainement des chiffres beaucoup plus précis que les miens. Malheureusement, la tendance n'est pas à l'amélioration par rapport à l'année dernière, que ce soit. Alors, quand il y a plus de plaintes, on peut se demander, vous en parliez en introduction, est-ce que la parole se libère, est-ce que les faits augmentent? Donc, on prévoit aussi de faire une enquête statistique avec l'ISEE à partir de l'année prochaine pour essayer aussi d'identifier un peu où on en est, parce que les chiffres que vous citiez sont importants, mais ils sont un peu aussi anciens. Il faut qu'on puisse les réactualiser. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais saluer, en tout cas, c'est qu'on a un gros travail à faire dans le domaine de la prévention, mais quand on voit les chiffres que donne la police, la gendarmerie et la justice, on voit que les affaires sont prises en compte, les victimes sont vraiment prises en charge et qu'il y a une réaction ensuite en matière de politique pénale. Et ça, je pense que c'est très important pour montrer aux victimes qu'elles peuvent aussi avoir cette réponse de la justice face à ce qu'elles ont subi. Quels sont les chiffres, monsieur le procureur de la République? Alors, sur les 5 premiers mois de l'année, donc de janvier jusqu'à mai inclus, nous sommes déjà à 500 procédures enregistrées pour des violences conjugales. 500 procédures. Si par rapport à l'année dernière, rapporté à l'année 2019, nous serions encore en augmentation de 8 à 10%. Et il faut préciser qu'en 2018, nous avons connu une hausse importante de ces procédures. 2019, ça a été plus 20% des plaintes enregistrées, donc un phénomène qui ne fait qu'augmenter. Alors, il peut y avoir une explication qui resterait très positive, et c'est celle, en tout cas, à laquelle je crois, c'est que la parole se libère, c'est que l'on évoque, notamment dans les médias, et je vous remercie de vous consacrer à ce thème qui est quand même très important sur ce territoire. La parole se libère, les associations ont un rôle très très actif, l'État, les services de l'État, la justice notamment, sont en œuvre sur ce sujet, sur cette problématique, et donc nous pourrions effectivement avoir une évolution par rapport à ce phénomène où les révélations se mettent en place et deviennent une réaction de la part des victimes. Nous sommes dans un pays du non-dit où il est difficile, que ce soit pour les femmes, n'importe quel domaine, il est difficile de dire des choses pour éviter de blesser son aîné ou pour éviter de blesser son clan, sa famille. Est-ce que vous pensez, Sonia Tonia, que dans ce fait de ce fléau de société, les coutumiers ont plus que jamais un rôle à jouer? Et d'ailleurs, il est grand temps qu'ils jouent pleinement leur rôle. Moi, je pense que oui. Depuis maintenant que les femmes sont organisées dans ce pays au niveau de la société civile, je me référais donc au premier mouvement de Femmes Kanak, le mouvement vers un souriant village mélanésien, qui lui donc a trouvé son existence dans les années 70 déjà dans un premier temps pour lutter contre le fléau de l'alcool en milieu kanak. Okay. Donc là, ça fait quand même 50 ans qu'on est dessus. On a passé par d'autres améliorations de la condition des femmes kanak. Moi, je disais que tout à l'heure, pour répondre à votre question concernant donc, le rôle de la structure coutumière et des institutions coutumières, je pense que les institutions coutumières, par rapport à ce que la Nouvelle-Calédonie est en train de vivre au niveau politique, elle a un grand rôle à jouer. Il faut absolument rétablir le droit humain dans nos systèmes, faire évoluer. Et nous, on s'est inscrits dans ce travail depuis plus de 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on essaie de vivre pleinement nos libertés avec nos valeurs coutumières.
Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui peser, éclairer, accompagner donc les Kanaks, les femmes Kanaks notamment, celles qui sont victimes, pour justement faire ce pas-là. On connaît tous dans la culture kanak la place qu'occupe la femme, le rang coutumier. C'est difficile de pouvoir parler, d'essayer de dire les choses quand on sait que eh bien, son statut coutumier est, entre guillemets, inférieur au grand chef, par exemple. La femme au sein du monde kanak, elle est au centre de nombreux enjeux. C'est elle qui fait l'alliance entre les clans, c'est elle qui fait la vie, c'est elle qui elle est au centre de tout. Dans l'accompagnement, dans notre transformation, pour être reconnu, enfin faire valoir nos droits individuels là où on est, c'est là où on a quelque part loupé le coche de dire que nous portons des valeurs en nous, des valeurs coutumières, dans lesquelles nous sommes à la rencontre de tout. Et c'est ces valeurs-là qui ne sont pas assez mises en évidence. Il faut rassurer les femmes kanak qu'elles ont pleinement leur rôle à jouer dans l'émancipation de leur peuple, de leur pays, de leur famille. Et ça, donc, c'est aussi un point dans l'éducation à la maison. Mais ça veut dire aussi que quelque part, il va falloir dans le monde de l'éducation, on en reparle aussi. On ne peut pas formater une société sur essayer ça fait quand même 150 ans qu'on essaie de faire ça, on voit bien que ça ne marche pas. Et les statistiques aujourd'hui, c'est pas acceptable qu'on continue encore à assister à une dégradation de notre société comme ça. L'actualité autour des violences conjugales, c'est aussi cette grande enquête du journal Le Monde sur les féminicides. 10 journalistes du quotidien ont enquêté pendant 1 an sur les 120 féminicides de 2018 et ils en rapportent des témoignages glaçants et des traits caractéristiques. Une majorité des assassins sont sans emploi. Ils passent à l'acte très souvent au moment de la séparation ou de l'intention de rupture. Ils sont souvent narcissiques, possessifs, angoissés par l'abandon. Monsieur le procureur de la République, est-ce que ce portrait robot établi par nos confrères du journal Le Monde correspond aux 2 cas de féminicide recensés l'année dernière au pays? Ce sont 2 cas de violences terribles qui ont été portés à ces 2 femmes et qui révèlent aussi qu'il y a des clignotants avant le pire, avant le tragique, qu'il y a des clignotants, qu'il y a eu dans chacune de ces 2 affaires des alertes. Et si la femme victime de ces violences avait parlé, avait réagi dès ses premières alertes, peut-être, bien évidemment, que nous aurions sauvé en tout état de temps. De la République, quel clignotant, par exemple? Des premiers gestes de violence, un manque de considération, du dénigrement systématique, des violences psychologiques. C'est tout cela aussi. Ce sont des clignotants qui, comme on le disait à l'instant, permettez-moi de vous couper, avec Isabelle Chamorro, sont des clignotants qui, pour certaines sœurs, certaines mamans, sont devenus presque banals. Or, c'est ça qu'il faut réussir à démontrer, que ça commence à être dangereux et qu'il faut commencer à signaler, Isabelle Chamorro. On parlait aussi de la représentation, on a évoqué la question de la prévention et de l'éducation. Je pense que moi, je suis par ailleurs en charge de l'enseignement. Je pense qu'il faut qu'on agisse dans ce domaine, parce qu'il faut qu'on parle de la représentation des corps de chacun. Il faut qu'on parle du respect entre les filles et les garçons. Donc il faut vraiment qu'on accentue vraiment ces thématiques dans le domaine de l'éducation. Sur la question, vous parliez de la banalisation de la violence, il y a un petit outil qui est utilisé en métropole qu'on souhaite nous développer ici, ça s'appelle le violentomètre. Donc en fait, c'est une sorte d'échelle qui va du vert au rouge et avec des petits indicateurs tout simples que les jeunes peuvent comprendre. Par exemple, ton compagnon regarde dans
dans ton portable, t'empêche de t'habiller comme tu veux, te fait des remarques désagréables en public. Et en fait, on voit bien cette escalade. Et en fait, quand les jeunes se rendent compte que finalement, ils sont pas dans une situation normale, ils sont dans une situation de couple qui n'est pas dans le vert, qui est dans l'orange et qui pourrait très vite virer finalement à une situation qui peut devenir dramatique. Donc nous, on a aussi un rôle chacun dans notre champ d'action, que ce soit associatif, justice, force de l'ordre, et nous au niveau public, c'est d'information des victimes pour qu'elles puissent trouver aussi cette information de est-ce que je suis dans une situation normale ou pas, et si je ne le suis pas, qui je peux appeler, quelles sont les associations, quels sont les numéros de téléphone, est-ce que je peux être hébergé, et ça c'est quand même un gros champ sur lequel il faut aussi qu'on s'améliore, voilà, un gros chantier. On l'a vu aussi dans le documentaire, les auditions qui ont été faites par le procureur de la République où on entend les personnes qui sont convoquées par le procureur de la République. J'ai donné une petite baffe, mais c'était pas méchant. Dans certains milieux, une baffe ne révèle pas de la violence, ce n'est pas violent. Or, mais on voit le cycle, à un moment, quand il passe au tribunal, on dit c'est le cycle de la violence. Et avec le moment où, en fait, la tension monte, on frappe. Oui. Après, on appelle ça la lune de miel, c'est-à-dire que hop, les gens se réconcilient et ça recommence. Et en plus, et après, ça finit par s'accélérer pour arriver. Et c'est ça, c'est au début, c'est plutôt une baffe. Et en plus, bon, je pense que la caractéristique de la violence en Nouvelle-Calédonie aussi, mais Monsieur le procureur l'a exposé plusieurs fois, c'est la violence, le niveau de violence des passages à l'acte qui sont aussi caractéristiques au-delà du nombre. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus sur les niveaux de violence, le dire ce soir aux dames, aux mamans, aux sœurs qui nous regardent, qu'à partir du moment où elles reçoivent une gifle, là ça commence à devenir de la violence. C'est peut-être ces clignotants-là que vous évoquez tout à l'heure. La gifle est un acte de violence. Le fait de pousser une personne et sa compagne qui peut chuter, qui peut se claquer la tête contre un mur, qui peut donc avoir des séquelles importantes de ce geste. Le fait de pousser sa compagne, c'est un geste de violence au sens pénal du terme. Et ce sont ces alertes-là qu'il faut bien intégrer. C'est finalement ces gestes, une gifle, c'est un acte de violence et un acte de violence qui ne doit pas être dans une relation affective qui est incompatible avec le sentiment amoureux. C'est cela qu'il faut vraiment comprendre. L'un des volets de l'enquête du journal Le Monde que j'évoquais tout à l'heure concerne les enfants. On le voit aussi dans le documentaire, ces victimes collatérales parfois trop négligées, mais que Florence Dartu, dans le documentaire, n'a pas oublié. Des témoignages très émouvants, ceux des enfants, on l'a vu, ou la maman qui emmène ses enfants à l'école avec la petite prière avant de les laisser aller à l'école. L'un des spécialistes interrogé toujours dans le journal Le Monde déclare « C'est le pire traumatisme qui soit ». La première figure d'attachement tuée par la principale figure de protection. Isabelle Chamorro, y a-t-il suffisamment d'accompagnement pour les enfants en proie à la violence de leurs parents ? Il y a déjà beaucoup de mesures qui sont mises en place, mais lors du Grenelle que vous avez évoqué lors de l'ouverture de l'émission, c'est un volet qui a été particulièrement mis en exergue, sur lequel il fallait quand même accentuer la prise en charge des enfants et notamment reconnaître ce statut de victime. Parce qu'on peut être victime dans la cellule familiale, ça peut déborder aussi de la mère vers les enfants. Et puis après, il y a la prise en charge quand on est témoin psychologique qui doit être vraiment accentuée. Parce que la maman, il y a la maman qui le dit dans le reportage, au-delà du traumatisme psychologique, les conséquences que ça peut avoir sur, par exemple, la réussite scolaire, le bien-être des enfants, etc. Parce qu'il faut aussi les changer d'école. Quand on déménage, il faut aussi trouver une nouvelle école, par exemple, etc. Extraire les enfants de leur milieu. C'est aussi la question de la reproduction de l'acte. C'est ça, l'effet reproduction. Voilà, et de casser cette... alors là, on n'est pas dans la banalisation, mais vraiment de la reproduction de cet acte. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit plus performant. Ça existe déjà, mais il faut que... La victime, ce n'est pas que l'adulte, c'est aussi les enfants. Sonia Tonia, votre association gère un centre d'accueil au Mont d'Or où les femmes et les enfants sont accueillis le week-end. Racontez-nous un peu la situation des enfants que vous rencontrez.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que Mme Chamorro vient d'exposer là, concernant donc les enfants que nous accueillons avec leur maman. Dans le cadre de notre dispositif sur la commune du Mont-d'Or, nos bénévoles ont été formés sur le dispositif d'enfants en danger. Et je pense que ça, c'est un formidable outil à rendre plus accessible aux associations pour justement donc alerter qu'il y a des situations qui ne sont pas normales. Mais aussi, cette alerte doit exister aussi dans le milieu scolaire. Il faut accompagner les professeurs d'école à être mieux sensibilisés pour mieux cibler et puis repérer les enfants qui sont en difficulté. Après, concernant, donc, je vais aller un petit peu vite, hein, mais concernant donc, les politiques publiques aussi, donc, j'aimerais attirer l'attention ici sur ce plateau et puis auprès des gens de ce pays-là, que face à la violence et dans la souffrance, on ne peut pas comprendre en tant que victime l'affaire des compétences des institutions. Il y a le gouvernement, il y a la province, il y a la commune, il y a tous les services sociaux. La victime, elle est complètement perdue au milieu de tout ça. Et plus l'État, c'est encore trop compliqué. Donc, quand elle arrive, elle est déjà dans la souffrance, elle est déjà donc elle ne peut plus tout comprendre. Voilà. Donc, il faut ce sas-là. Et on a vécu ça avec le refuge, hein, ce sas où la victime doit se poser pour bien donc prendre conscience que là, il y a tout ça qui s'ouvre à elle. Et il faut comprendre vers quelle procédure elle doit aller. Pas encore assez clair, une réaction peut-être Isabelle Chamorro? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails en Nouvelle-Calédonie sur la répartition des compétences. Il n'y a pas que dans ce domaine que les choses sont un peu compliquées, mais c'est vrai que le fait, en fait, d'avoir organisé aussi cette réunion du Grenelle l'année dernière, moi, je vais vous dire franchement, j'étais la première à me dire bon, on va organiser entre guillemets une grand-messe là, et puis finalement, est-ce que ça va pas être un acte de communication? Et puis voilà. Et finalement, on a réussi devant la gravité des faits et ce qui était dit par rapport à la complexité du rôle de chacun, vraiment de se fédérer, de tous se mettre autour de la table, de prendre des engagements forts et ensuite de revenir cette année pour rendre compte de ce que chacun avait fait pour améliorer les choses dans son domaine. Donc je pense qu'effectivement, par respect pour les victimes, il faut que nous, on puisse faire front, toute institution confondue, avec les associations, pour mettre des choses cohérentes en place. Alors est-ce que le fait d'avoir été victime, monsieur le procureur, de son enfance est une circonstance atténuante pour un agresseur? Bien évidemment, c'est l'histoire d'une personnalité, d'un auteur de violence qui a pu subir des actes parfois graves. C'est l'ensemble de ces éléments sur la personnalité des auteurs d'infractions qui sont donc pris en compte pour choisir et décider de la peine. Mais cet élément ne joue en rien sur la caractérisation de l'infraction, bien évidemment. Alors je l'ai dit en tout début d'émission, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui la pire région de France des violences conjugales. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On va faire notre tour de table. Sonia, Tonia? Peut-être en résumant ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission. Non, je pense que, il y avait des choses établies ici, dans les communautés qui composent la population de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, donc, on voit bien le changement. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer. Donc, déjà, dans le traitement des violences faites aux femmes, il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Et puis, c'est grâce justement à tout ça qu'aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de venir sur un plateau pour en parler. Ce qui reste encore à faire, c'est de décloisonner tout ça. Et la dangerosité de notre pays, c'est d'avoir cloisonné les actions, donc les politiques publiques en matière de violence. Et si je dois dire quelque chose ici, c'est il faut décloisonner tout ça pour que l'individu en tant que femme, elle soit reconnue dans son
pleinement dans ses droits. Faut rétablir la dignité de chaque femme, qu'elle soit kanak ou pas. Et c'est pour ça qu'en début d'émission, je disais, mais je suis désolée pour celles qui ne sont pas représentées dans ce documentaire. Parce que, bon, on a essayé d'avoir des victimes non kanak pour venir partager avec nous, mais c'est pas possible. Les 2 féminicides de l'année dernière, il me semble que l'une des 2 victimes n'était pas kanak. Mais pourquoi ces gens ne viennent pas pour construire avec nous donc un droit pour toutes les femmes? Voilà. Une réaction, Isabelle Chamon. Ouais, enfin, sur la violence en général, je pense qu'on a tous à se fédérer. Là, on parle des violences intrafamiliales aujourd'hui. Ça a été largement dit dans le reportage également. C'est souvent, malheureusement, sur fond d'alcool qu'ont lieu ces actes qui sont, on a parlé, inadmissibles. Donc, je pense que notre vision globale et notre politique globale à tous, c'est aussi de lutter contre la violence sur toutes ses formes. Donc, c'est ça aussi le message et les actions qu'on doit mettre en œuvre. Hein. Malheureusement, on a aussi de tristes records en matière de violence routière, une alcoolisation forte, notamment d'une certaine partie de notre jeunesse. Donc pour moi, je me dis que les violences intrafamiliales sont aussi malheureusement une des pièces de ce puzzle sur lequel on doit tous se fédérer. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous investis pour préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, pour notre jeunesse aussi, et faire en sorte qu'elle finalement elle ne subisse pas ou elle ne reproduise pas ce qu'elle a pu connaître dans ces systèmes. Monsieur le procureur de la République, alcool, cannabis, comme vient de l'évoquer Madame Isabelle Chamorro, est-ce qu'avec ces 2 fléaux, plutôt sont responsables de ces chiffres ahurissants, 7 à 8 fois plus de victimes que la moyenne nationale ici en Nouvelle-Calédonie? Alors tout d'abord, c'est l'auteur de l'infraction qui est le seul responsable. L'alcoolisation est un fait volontaire. En général, c'est une circonstance aggravante, donc il faut rappeler. Dans 70% des procédures, d'une manière en moyenne, l'alcool, l'abus d'alcool ou les produits stupéfiants, et les produits stupéfiants dans un cocktail détonnant, sont à l'origine du passage à l'acte. Mais il faut rappeler, c'est l'auteur de l'infraction de violence qui est le responsable. Principal responsable. Je propose maintenant que l'on passe à la deuxième partie de cet entretien. On va évoquer ce que je disais en ouverture d'émission, on parlait du Grenelle qui s'est déroulé ici au pays, on parlait des solutions, en tout cas des pistes qui pourraient permettre de lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes et aux enfants. En France, le gouvernement a organisé l'année dernière le Grenelle contre les violences conjugales. 3 mois de débats et des conclusions rendues le 25 novembre dernier. On va les découvrir. Il y a 30 ans, il y a 30 nouvelles mesures. Je vous propose de regarder sur ces images. Voici les principales. Plus de sensibilisation des élèves. Un numéro d'urgence, le 3919, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Création de 1000 places d'hébergement d'urgence. 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmeries. Prévention et prise en charge des violences conjugales liées aux addictions. Généralisation du dépôt de plainte dans les hôpitaux. Déploiement de 1000 bracelets anti-rapprochement en 2020. Et prise en compte de la notion d'emprise psychologique dans les codes civils et pénals. On va procéder encore une fois à notre tour de table. Isabelle Chamorro, on va parler de la déclinaison locale du Grenelle, mais au niveau national. Quelle est la mesure qui vous semble la plus importante dans ce que je viens de citer ? Alors bon, elles sont nombreuses, hein. Elles rejoignent aussi une partie des mesures que nous avons préconisées pour la Nouvelle-Calédonie. Ce qui était important pour nous, c'était vraiment de faire quelque chose qui était adapté à la Nouvelle-Calédonie et pas forcément s'inspirer de tout ce qui avait été décidé directement en métropole, même s'il y a un certain nombre de compétences qu'on retrouve et qui vont être développées. Donc nous l'avons organisé ici en Nouvelle-Calédonie également sur la thématique des violences conjugales. On a eu aussi des nombreux ateliers de travail avec tous les partenaires. Et les principaux axes vraiment de travail, c'était de toute façon, on l'a dit, l'information, la sensibilisation des victimes, la question de la prévention. Vous l'avez évoqué aussi précédemment, c'est-à-dire
dire, la formation, c'est-à-dire que tous les acteurs soient formés à détecter les violences et savoir comment on oriente les victimes. Et puis travailler bien sûr sur le parcours de la victime qui va avant la plainte, la question de l'hébergement. Donc c'est vraiment les grands axes sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on a décliné des actions très concrètes. J'ai cité tout à l'heure un numéro d'urgence, le 3919, ouvert 24h/24. Est-ce qu'il est accessible ici au pays ? Alors, ce n'est pas vraiment adapté ici en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a plusieurs numéros, dont le 05 30 30 qui est celui d'SOS Écoute. Alors, c'est un numéro qui est plus global sur d'autres thématiques, mais toutes les formes de violence. Et donc là, on a travaillé également avec l'OPT pour que les associations qui prennent en charge un certain nombre de ces numéros puissent avoir la gratuité. Par exemple, de ces numéros. Ça, c'était un engagement qui avait été pris le jour du Grenelle. Quand on a travaillé aussi pendant le confinement, on a développé une ligne sur laquelle les victimes peuvent envoyer un SMS, parce qu'on savait qu'en confinement, avoir une conversation téléphonique alors qu'on est enfermé avec peut-être son agresseur potentiel, c'était plus compliqué. Et puis, comme je vous le disais précédemment, nos principales actions phares, c'est d'avoir déjà une enquête statistique qui actualise les données chiffrées pour qu'on puisse, nous, avoir des politiques publiques adaptées, mais aussi des dispositifs, par exemple. Alors là, je parle pour la Nouvelle-Calédonie parce que dans le domaine de la justice, il y a d'autres choses qui sont vraiment en cours et qui prennent forme, qui s'accentuent. Nous, on aimerait aussi, par exemple, avoir un bus qui se déplace sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, on est en train de travailler avec les associations et la Croix-Rouge sur ce sujet pour faire de l'accès au droit et pour pouvoir sensibiliser et informer les victimes directement sur le terrain partout en Nouvelle-Calédonie. Yves Dupas, monsieur le procureur de la République, dispose-t-on en Calédonie de bracelets anti-rapprochement ? Alors, pas encore. Ce sera chose faite dans quelques mois, dans le cadre de la déclinaison de ce dispositif, bracelet anti-rapprochement, qui fonctionnera pour préserver un périmètre donc d'éloignement entre un auteur présumé ou un auteur suite à une peine prononcée de violence et une victime. Nous avons mis en œuvre depuis quelques semaines le téléphone grave danger. 2 téléphones grave danger ont été remis donc à des victimes qui permet donc une alerte et une intervention rapide des forces de l'ordre, toujours dans le schéma de géolocalisation de ce téléphone. Donc nous avançons sur les mesures de protection des victimes. Sonia, les associations ont accueilli positivement ces mesures, mais ont dénoncé le manque de moyens. Et oui, malheureusement, oui, bien sûr. Ce que nous avons donc noté par rapport au Grenelle, donc on y était, c'est justement donc le signalement et toutes les étapes du signalement pour continuer donc à briser le silence, parce que donc c'est vrai qu'à Nouméa tout est facile, mais pour les victimes qui sont éloignées de la gendarmerie, où il faut à peu près 1h30 pour se rendre sur le lieu où les faits se sont passés. Il y a un fleuve au milieu de tout ça. Donc il semble que déjà la première étape dans le signalement des violences doit être beaucoup plus pertinent, mettre des moyens beaucoup plus sûrs aussi pour celles qui veulent s'engager volontairement dans ce réseau de solidarité autour des violences. Parce que donc aujourd'hui, on peut toujours aller dans une maison commune puis dire qu'on va faire un refuge qui assure la protection des bénévoles. On sait aujourd'hui qu'on peut faire ça, on peut tenir une permanence à la maison de quartier pour dire venez briser le silence, nous sommes à votre écoute, qui assure notre protection. En l'occurrence, le centre du Mondor a dû fermer pendant le confinement. Nous, on a choisi donc de ne pas ouvrir parce qu'on n'avait pas assez de garanties concernant donc notre fonction sanitaire, mais au niveau de la sécurité, parce que la gendarmerie n'a pas plus de moyens que les autres non plus. Mais je suis pas là pour. Le Grenelle a eu sa déclinaison ici aussi en septembre dernier, Madame Isabelle Chamorro, avec 120 participants, de nombreux ateliers et une restitution à l'unité
l'université de la Nouvelle-Calédonie avec 90 points d'amélioration. Les violences conjugales ont été désignées grande cause de cette mandature 2019-2024 et puis un comité de suivi a été mis en place. Il s'est réuni pour la première fois le mois dernier. Alors je propose encore une fois de regarder globalement les mesures mises en place en Nouvelle-Calédonie. Une étude de grande ampleur en 2021 pour obtenir des statistiques plus précises. On va en parler. La distribution de 50 000 cartes de visite avec les numéros d'urgence. En novembre 2020, un dispositif mobile solidaire devrait voir le jour. Il s'agit d'un bus, comme vient de l'évoquer Mme Chamorro à l'instant, qui sillonnera le pays pour mieux détecter et traiter les situations d'urgence. D'ici la fin de l'année, tous les établissements du secondaire devront être labellisés 3E pour éducation à l'égalité à l'école. Pour l'heure, seuls 40% sont labellisés. Le vice-rectorat a donc du pain sur la planche, au passage. Le mois prochain doit être lancé le site web www.stop-violence-femmes au pluriel.nc pour un accès plus facile à l'information. Et puis, un nouveau foyer d'hébergement d'urgence destiné aux femmes de Province Sud sera opérationnel à Indu en 2021, l'année prochaine. Et un partenariat entre la Province Sud et la SIC aboutira à la mise à disposition de 5 appartements relais à Nouméa pour les victimes. Isabelle Chamorro, on ne peut pas donner l'ensemble des nombreuses mesures qui ont été échangées, discutées au cours de ce groupe de travail, mais est-ce qu'on a dit l'essentiel ? Oui, je pense que vous avez rappelé l'ensemble des mesures qui correspondent un peu aux thématiques dont je parlais, c'est-à-dire meilleure information des victimes, prévention, formation des acteurs et puis meilleure prise en charge de la victime lors de son parcours, qu'elle ait porté plainte ou pas, parce qu'il y a des dispositions différentes. La question de l'hébergement, ça rejoint ce qu'on disait précédemment, c'est un maillon très important. Il y a d'abord l'hébergement d'urgence quand on doit être extrait d'une situation d'urgence immédiate. Donc là, comme on l'avait dit, il y a par exemple le réseau de familles d'accueil qui est développé avec les coutumiers. Ça, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose qu'on développe. Puis après, effectivement, des places supplémentaires quand c'est nécessaire. On aimerait aussi travailler, mais ça c'est aussi un long chantier, sur un foyer pour accueillir les hommes violents, parce que c'est important aussi, enfin moi j'appelle ça la double peine, c'est-à-dire on est victime, mais en plus on doit quitter son foyer, sa maison avec ses enfants. Il est important que dans la plupart des situations, on puisse aussi extraire l'agresseur du foyer, mais pour ça, il faut aussi qu'on ait derrière un suivi particulier ou un hébergement pour le prendre en compte. Pour moi, ce qui est important pour finir sur cette partie du Grenelle, c'est de dire que c'est surtout la démarche, c'est-à-dire que le Grenelle a permis de fédérer tous les acteurs, quelles que soient leurs compétences, et ces comités de suivi nous permettent à des moments bien précis dans l'année que chacun vienne rendre compte en fait de l'état d'avancée de ses engagements, parce que c'est ça que je pense que les Calédoniens attendent de nous. Quand on prend des engagements, c'est qu'on puisse ensuite vraiment en rendre compte de manière très précise. Et au niveau du gouvernement, parce que là, moi, je suis sur cette compétence particulière, c'est la première fois vraiment qu'on a voulu créer un secteur dédié aux violences intrafamiliales qui n'existait pas par ailleurs, qui était toujours lié à la condition féminine, mais qui pour nous doit faire l'objet d'un traitement vraiment spécifique. Alors pour rebondir justement sur le ressenti, le sentiment des Calédoniens, monsieur le procureur de la République, le sentiment de nombreux citoyens, c'est que la justice n'est pas assez sévère vis-à-vis de ces violences. Déjà, êtes-vous d'accord? Faut-il durcir justement les sanctions? À la lumière des décisions qui sont rendues par le tribunal correctionnel de Nouméa, la justice prend des décisions qui sont adaptées. C'est toujours un équilibre, bien sûr, entre les faits, leur gravité, la personnalité de l'auteur et un contexte, une évolution, un parcours de cet auteur. Ce qui compte, c'est que la justice participe pleinement à la lutte contre ces violences intrafamiliales qui sont insupportables. Sonia Tonia, que pensez-vous de toutes ces pistes? Est-ce que c'est suffisant? C'est la même question que tout à l'heure quand on a vu les pistes nationales. Dans les annonces, on peut noter que, en fait, oui, il y aura un nouveau centre d'accueil en province sud. On n'a pas entendu parler de la province des îles. On n'a pas entendu parler des améliorations pour la province nord. Ça revient, enfin, je me répète, que la violence, c'est un tout. Et les femmes, il faut qu'elles aient accès aux mêmes
service public dans toutes les provinces, quelle qu'elle soit née dans la province des îles ou la province sud. Nous, on plaide pour qu'il y ait une meilleure prise en compte et que chaque femme soit servie à sa juste place, c'est tout. Et vous militez aussi pour une sensibilisation systématique au moment du mariage. Pour vous, c'est un moment propice. Oui, on avait fait plusieurs fois donc la proposition que en fait tous les couples qui viendraient donc à la mairie faire la demande de mariage, ils puissent suivre une formation concernant donc les violences conjugales. Voilà, comme ça donc ils savent à quoi. C'est peut-être une piste, ce que vous évoquiez en début d'émission, l'éducation, l'information sur ce baromètre de violence, j'ai envie de dire. Qu'en pensez-vous? Non, mais je pense que la formation, effectivement, elle est très importante. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire se rendre compte que la situation n'est pas normale dans une relation. Donc ça, je pense que cette formation, elle doit être effectivement transversale. Ensuite, pour ce qui est de l'action des 3 provinces, nous, au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas, je dirais, directement compétents au sens de la loi sur cette problématique des violences intrafamiliales, mais le problème est tel qu'on a voulu lancer un message fort et, faciliter les partenariats et être là pour réunir les acteurs autour de la table et faciliter ce travail ensemble. Ensuite, je pense que les appels aux différentes provinces, c'est essentiel, hein, parce qu'effectivement, il faut que chaque province se mobilise pour que ses ressortissants soient traités de la même façon, qu'on soit dans le sud, dans le nord et dans les îles. Parce que là, actuellement, les centres d'accueil par province, ce n'est pas suffisant. Enfin, il me semble que le seul centre d'accueil se situe en province sud. On a aussi une structure en province nord, hein, on la voit dans le... Voilà. Oui. Je pense que sur la côte Est, il faut qu'on puisse développer un projet. On parlait des mairies, par exemple. Je pense qu'il faut travailler également avec les maires, la gendarmerie. Il y a une conjugaison de compétences là, entre les collectivités et la commune. Là, on est aussi sur la question de la condition féminine, hein, et comment chaque province se saisit de cette problématique, mais j'en reviens à ce qu'on évoquait aussi par exemple sur les associations quand elles développent aussi ce réseau de familles d'accueil qui peut être en province île, en province nord, en province sud. Moi je pense qu'il faut être innovant aussi. La question des foyers c'est une chose, ça répond peut-être plus aussi en milieu urbain à certaines problématiques, et puis après il faut être innovant pour développer d'autres dispositifs qui vont être adaptés, qu'on soit dans le nord, dans les îles ou dans le sud, à la réalité du terrain. Je pense qu'il ne faut pas essayer aussi à chaque fois de plaquer forcément les mêmes solutions partout en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il existe une politique commune? Même on vient d'annoncer ce comité de suivi qui a vu le jour, mais est-ce que ce comité va compléter un travail qui a déjà été amorcé où justement on avait une véritable politique commune pour lutter contre ce phénomène et apporter un peu plus d'informations et de sensibilisation à la population, où vraiment là le travail il est vraiment... vous partez de zéro? Ah non, on ne part pas de zéro. Hein. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, bien sûr, sur ce sujet. Et là, je pense que l'enjeu, c'est vraiment comme dans d'autres domaines. Hein. C'est vraiment de se fédérer. On a entendu les mots cohérence, coordination. Là, c'est de coordonner les actions de chacun. On parlait aussi des budgets tout à l'heure. Hein. On sait qu'on il manque le mot transversalité. Voilà, aussi, et puis quand on a aussi des moyens budgétaires et autres, et qu'on sait que la Nouvelle-Calédonie traverse une période aussi compliquée sur le plan budgétaire, sur le plan économique, moi je pense que c'est aussi le moment de mutualiser un certain nombre de nos actions, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas. Et là, on en parlait tout à l'heure, peut-être accentuer nos aides financières, là où il y en a plus besoin, et je pense que tous se mettre autour de la table, ça nous permet de décliner ce plan global à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. On retrouve encore un mot, le mot prévention. On l'a entendu lors de la réunion par rapport au plan d'Ocamo, où ils aimeraient prendre plus on va dire, la subvention, les mettre plus dans la prévention que dans la guérison. Je pense que c'est aussi dans cette philosophie-là que s'annonce le comité de suivi. Là, sur le domaine de la santé... On est beaucoup dans la réaction, dans
dans la sanction. On ne va peut-être pas partir sur le domaine plus de la santé, mais c'est vrai qu'il y a des liens avec le plan d'Occammo également, parce qu'il y a des choses qui touchent aussi la vie de la famille, la petite enfance, etc. Mais de toute façon, pour éviter de combler des gouffres en termes de politique publique ou de régimes sociaux, il est évident qu'il faut qu'on ait une politique de prévention et donc des recettes et des moyens alloués à ces politiques. Ça, c'est clair. On arrive déjà au bout de cette émission. Je vous pose une dernière question. S'il y avait une chose que l'on pourrait faire les uns les autres en tant que simples citoyens pour lutter contre les violences conjugales, ce serait laquelle? Tout à l'heure, on a ouvert l'émission, l'entretien avec vous, mesdames, et je propose que l'on donne la parole au monsieur. Le citoyen qui constate que des violences conjugales concernent sa voisine, doit alerter. C'est essentiel pour sa voisine, c'est essentiel pour la société en général. Merci, monsieur le procureur de la République. Sonia Tonia. Oui. Je pense que j'aime pas le mot dénonciation, mais alerter, c'est primordial. Parce que quand on est victime puis enfermé dans ce cycle-là, on ne voit pas, on ne voit plus. Alerter. Je crois que la question de l'alerte, du signalement, moi j'adhère complètement. Puis je dirais aussi, dans chacune de nos familles, la manière dont on élève aussi nos enfants, bien sûr, que ce soit un garçon ou une fille, je disais tout à l'heure, dans le rapport, le respect qu'il doit y avoir entre d'abord les filles et les garçons quand ils sont jeunes et après qui va se répercuter sur leur vie d'adulte. Donc je pense qu'aussi en tant que parents, en dehors de nos missions, on a cette responsabilité d'essayer, parce que ce n'est pas toujours facile de passer les bons messages. Le garçon peut aussi faire la vaisselle et ouais, débarrasser la table. Voilà, je pense qu'il faut aussi que nous, on puisse les préparer comme on peut, le mieux possible. Merci à tous pour ce tour de table. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous espérons avoir fait avancer le débat en soulevant des questions sans tabou. C'est le principe de cette émission, comme nous essayons de le faire tous les premiers lundis du mois sur Calédonia. Encore une fois, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous sur Calédonia. C'est un entretien que vous pourrez retrouver en replay sur notre site calédonia.nc. Bonne soirée.